j'ai pas dans l'ambition de faire de la surenchère. Pour moi, pour moi, ce qui est important, c'est la justesse. La surenchère, ça m'intéresse pas. Donc, s'il faut que je montre quelque chose et que c'est nécessaire narrativement, que c'est nécessaire pour mon personnage, je vais le montrer. Si c'est gratuit, je l'évacue directement. Je vais pas. En fait, j'ai vraiment aucun plaisir à la violence gratuite. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça me scandalise même pas. C'est juste que je m'en fous complètement. Donc après, ce qui est sûr, c'est que le questionnement qui est au centre de mon film, à savoir qu'est-ce que c'est qu'être humain, essayer de disséquer l'humain, de savoir où il se trouve, est-ce qu'il se trouve dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, quel est l'avenir de l'humain aussi, tout ça. Enfin, ça, c'est des questionnements auxquels je n'aurais jamais fini de répondre et qui seront encore dans mes films d'après, dans des histoires totalement différentes, mais qui seront très certainement là. Et après, voilà, sur tout ce qui est la transformation du corps et tout ça, c'est quelque chose, une fois de plus, qui pour moi fait partie de ce questionnement-là, qui fait partie du questionnement sur l'identité, l'intégrité de l'identité. Donc ça, je vais continuer à creuser ça, mais toujours en cherchant la note juste, plus que la provocation. En tout cas, bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je n'aime pas les dialogues explicatifs. Donc tant que l'image parle d'elle-même, je ne vais pas mettre de dialogue. Ça, c'est clair. Vraiment, je supporte pas qu'on m'explique ce qui est en train de se passer. Ou alors comment mes personnages sont en train ce que mes personnages sont en train de traverser. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup en fait la grammaire du body horror, c'est parce que on peut montrer sur la peau les failles qu'il y a à l'intérieur, comme ça on s'épargne les scènes à la con du genre oh là là, je me sens pas très bien dans ma peau en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je suis un peu déprimée. Ça, on s'en fout. Par contre, voilà, tout à coup, elle se met à avoir une éruption de boutons, de tout ça, machin. On comprend qu'il y a un dérèglement, on comprend que ça va pas fort et que là, il est en train de se passer quelque chose d'imminent. Donc du coup, c'est vrai que voilà, tant que l'image peut prendre le relais, moi, je laisse la parole à l'image. Après, les dialogues, j'aime bien les utiliser de telle sorte à révéler en fait les acteurs, les personnages. Je les fais tous. les personnages à eux-mêmes, et j'aime beaucoup généralement que ce soit des dialogues qui parlent de toute autre chose. Et pour ça, j'ai une référence précise en tête à laquelle je pense très souvent parce que je trouve que c'est un modèle du genre. C'est l'ouverture de Reservoir Dogs. C'est-à-dire que la scène où il parle de Madonna et où il parle des pourboires qu'on donne ou qu'on donne pas aux serveuses, c'est une manière qu'on a de découvrir chacun des personnages autour de cette table en parlant de quelque chose qui n'a rien à voir avec le film et qui parle de quelque chose qui est de l'ordre de la culture populaire et tout ça. Ça, j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Assurément. Il y a beaucoup de petits détails qui passeront inaperçus ou pas, mais effectivement, j'ai beaucoup pensé à ça. Et j'aime beaucoup travailler le détail en général. Je pense que, comme tous les réalisateurs, à mon avis, c'est vraiment un métier où il faut être un peu un contre le fric, quoi. Et c'est vrai que j'ai laissé beaucoup de pistes dans le film qui laissent à présager de la fin et tout ça, mais je pense qu'effectivement, ça nécessite plusieurs visionnages pour les voir, mais par ailleurs, non, c'est vrai qu'en festival, il y en a certains qui avaient déjà mis le doigt sur quelques trucs. Ça me fait plaisir d'ailleurs, parce que c'est des petits plaisirs comme ça qu'on se fait à soi, et quand c'est partagé, c'est cool, quoi. Alors, le personnage d'Adrien, c'est le personnage qui a été le plus simple à écrire pour moi. C'est celui qui a le moins changé depuis la première version de scénario jusqu'à la dernière. Il a tout de suite été très limpide, en fait, parce que c'est un personnage solaire et parce que pour moi c'est un vrai héros tragique, et je trouve qu'effectivement il apporte tout ce qu'il y a de bon dans le film. Il a quelque chose d'extrêmement généreux et d'extrêmement doux, t'as complètement raison, à la trajectoire noire de ce film. Et puis aussi il est quelque part un peu une forme de relais de notre propre regard sur elle. C'était très important pour moi d'avoir comme relais de notre propre regard quelqu'un qui la regardait avec bienveillance, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on va avoir de l'empathie pour elle. C'est grâce en partie à son regard à lui qu'on peut avoir de l'empathie pour elle, qu'on peut avoir de l'espoir pour elle. Et du coup, c'est vrai que donc après, vu que c'était ce personnage-là pour moi était une espèce de quelque part de totem de mon regard sur mon personnage, je voulais que ce soit un personnage qui ne soit pas là où on l'attend. Que de la même manière que mon film est une métamorphose,
ce personnage-là soit un hybride. Donc c'était vraiment ça que je voulais pour lui. Après, dès le scénario, il était très clair que pour moi, il venait de banlieue, que c'était quelqu'un qui avait eu à cacher son homosexualité pendant 20 ans, il le dit dans le film, parce que il est de banlieue et qu'il n'assumait pas, voilà, de vivre sa sexualité pleinement là-bas, qu'il se sentait en danger. Et donc du coup, après, pour ce qui est du choix de Rabat, moi j'ai vu plein de gens pour faire ce film. J'ai vu des blancs, des noirs, des rebeux, des verts, des rouges. J'ai juste pris le meilleur acteur que j'ai vu en fait. Et il se trouve que c'était Rabat. Et non seulement c'était le meilleur acteur en termes de technique, mais en plus c'était quelqu'un qui avait un vrai sens, une vraie intelligence du personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment est rentré dedans absolument, mais sans questionnement, en se disant voilà, j'ai beaucoup à défendre en jouant quelqu'un qui est loin de moi, qui partage pas ma sexualité, qui partage pas ma vision du monde parfois, et tout ça, mais j'ai envie de le défendre justement parce que c'est un autre. Et donc là, voilà, Rabat, cette idée-là du jeu d'acteur, moi c'est quelque chose que je respecte énormément. Pour ce qui est des musiques préexistantes, c'est-à-dire des musiques dont on a acheté les droits pour les mettre dans le film, c'est grosso modo la musique que moi j'écoute. Donc il y a du rock, du rap et de la variété italienne. Et j'écoute beaucoup de variétés italiennes, c'est vrai. Non mais c'est vrai que tous les matins j'en écoute, c'est hyper important dans ma vie. Et du coup, après il y a quelques trucs, donc tout ça c'est des choses voilà qui sont dans moi iTunes et que j'écoute très régulièrement et tout. Il se trouve que pour la scène de la fête, le plan séquence de la fête, la première fête, c'est donc The Do avec Despair and Gover and Ecstasy. Et ça c'est une chanson en fait qu'avec Garance on écoutait beaucoup à l'époque où c'est sorti, et je lui avais dit si on arrive à faire grave un jour, je te promets que je mettrai la chanson dans le film. Donc voilà, je lui ai donné une place de choix. Cette fois-ci, c'est un petit clin d'œil à Garance. Et puis pour ce qui est de mon travail avec Jim Williams, donc qui est un compositeur que j'ai découvert dans les films de Ben Wheatley. Et en fait, on a décidé de travailler autour de thèmes qui allaient morpher tout au long du film, avec donc le thème principal qui va être le thème de Justine, qui au début part comme un western en guitare acoustique et tout, puis après finalement le guitare acoustique laisse place aux guitares électriques, et après le thème est repris par des instruments baroques, donc on a l'orgue et le clavecin. L'orgue parce que l'orgue c'est la fatalité, c'est le péché, c'est l'instrument de l'église, c'est la tragédie, et après le clavecin est repris derrière parce qu'on reste dans le baroque, mais là cette fois-ci elle est en pleine prise de possession de sa nature, et donc du coup on enlève l'aspect ecclésiaste, tu vois, des trucs, et du coup on est chez Mozart, tu vois, il y a vraiment un truc où on est libre du poids de l'église. Et ça, c'était lui vraiment, enfin, il a eu vraiment une intelligence très forte, Jim, d'avoir trouvé cet écho entre ces deux instruments. Et puis évidemment, on a le thème de la fin qui pour moi était d'emblée 2 cordes piano, parce que c'est ça qui me fait pleurer, et je voulais que ça pleure dans les chaumières.